Bien, bonjour à tous. Donc, je vais présenter l'intérêt du RNA-seq par capture d'exomes, donc en complément des analyses pangénomiques. Donc, comme vous savez, avec le plan France Médecine Génomique, on a de plus en plus de génomes qui sont interprétés. Donc, encore principalement après un exome négatif, mais de plus en plus en première intention. On note un apport vraiment substantiel pour ce qui est des variations de structure, notamment équilibrées. Mais on se pose de plus en plus la question, et surtout on les recherche maintenant, des variants introniques. Donc on aurait pu se poser la question aussi des variants dans les enhancers, les promoteurs, plus en lien avec le thème du séminaire d'épigénétique, mais pour l'instant on n'a pas encore les outils nécessaires pour les interpréter. Mais pour ce qui est des variations introniques, on a quand même des outils qui s'améliorent. Alors par trio, en regardant, on a entre 50 et 80 variants de novo introniques. Et on a une amélioration des outils, notamment Splice.ai, pour ce qui est de la prédiction de l'impact de ces variations introniques. Mais par contre, on a toujours besoin d'une validation ARN, même de plus en plus importante, et le sang reste le tissu le plus accessible. Alors, le RNA-seq est de plus en plus utilisé pour étudier ces anomalies d'épissage, notamment. Il y a plusieurs techniques, il n'y a pas un seul RNA-seq, on peut faire un RNA-seq total. Dans ce cas-là, on a besoin d'une étape de ribodéplétion pour enlever tout ce qui est ARN ribosomique qui sont prépondérants. Dans ce cas-là, on a une vision vraiment exhaustive de tous les types ARN qui existent. Par contre, on a vraiment besoin d'un nombre de séquences très important pour étudier tous ces ARN. Donc on a souvent appel à des techniques d'enrichissement, notamment le RNA-seq PolyA, qui est principalement utilisé. Dans ce cas-là, on enrichit les ARN messagers qui comportent une queue PolyA. Dans ce cas-là, on a de fait une déplétion en ARN ribosomique et en ARN, la plupart des ARN non codants aussi. Dans ce cas-là, on a une couverture exhaustive des ARN messagers avec à la fois les régions introniques et UTR. Et par contre, on a une saturation possible par des ARN messagers qui sont très présents dans le prélèvement en question, notamment dans le sang, la globine. Donc une alternative, c'est le RNA-seq par capture d'exomes, mais en fait, c'est les mêmes sondes qui sont utilisées sur du génomique, qui sont appliquées directement sur du cDNA. Dans ce cas-là, on a une meilleure, évidemment, couverture exonique, mais on n'a pas de couverture, notamment des UTR. Et la question, c'était est-ce qu'il y a moins de saturation par ces ARN messagers, notamment la globine. Parce que lorsqu'on a fait un RNA-seq PolyA sur PacGen, on s'est rendu compte qu'il y a à peu près 2/3 des séquences qui proviennent de la globine. Donc on a vraiment qu'un tiers, finalement, des ARN qui sont vraiment interprétables pour nous. Ce que vous voyez, c'est les TPM, c'est une unité de normalisation et d'expression des transcrits d'intérêt, c'est transcrit par million. Et en gros, quand un gène est exprimé supérieur à 1, c'est-à-dire qu'on peut le détecter. Et par contre, pour vraiment interpréter ce gène-là dans le contexte du RNA-seq, il faut au moins 5-10 TPM. On a regardé sur les gènes dans le neurodéveloppement, environ 1000 gènes. Sur un PacGen en PolyA, on avait environ 70% des gènes qui étaient exprimés avec un TPM supérieur à 1, mais seulement environ un quart avec un TPM supérieur à 10, donc vraiment interprétable de façon significative. Dans ce projet, on a recruté des patients avec des variants candidats vus par exome ou par génome. On a obtenu soit des PacGen, soit des tubes EDTA, dans le but d'isoler des PBMC et de les mettre en culture lymphocytaire. Donc en fait, on fait une expansion lymphocytaire sur 48-72 heures, ce qui permet d'appliquer un traitement avec la puromycine pour avoir une condition avec ou sans inhibition du NMD. Ensuite, on extrait l'ARN, on fragmente, on synthétise le cDNA. On a fait une capture du cDNA sur Magnis, en Agilent, donc totalement automatisé, par l'exome V8 XT HS1, donc c'est des runs environ 8 heures par 8 échantillons. Et on a séquencé sur NextSeq 500, 2x75, en générant entre 20 et 40 millions de clusters par échantillon. Et par bioinformatique, classiquement, alignement des données, des FASQ avec STAR sur GRCH38. Alors, sur la même représentation que le PolyA tout à l'heure, sur PacGen, on a une globine qui est présente à environ 10%, donc on voit qu'on sature les sondes. Donc comme attendu, on a beaucoup moins de globine qui est présente dans les données. Sur le même liste de gènes, sur le neurodéveloppement, on avait 82% des gènes avec un TPM supérieur à 1. Et de façon plus intéressante, on avait environ plus de 60% des gènes avec un TPM supérieur à 10. Donc on voit vraiment un pic de gènes qui sont vraiment beaucoup mieux exprimés, donc beaucoup plus interprétables sur les données avec cette capture. Donc si on compare PolyA et capture, comme on le disait, avec le PolyA, on va avoir une vision exhaustive, donc avec beaucoup plus de séquences, notamment au niveau des UTR, et on peut voir les introns également. Capture, on a vraiment la donnée qui est vraiment focalisée sur les exomes.
Alors ce qu'on a remarqué, alors que ce soit poly-A ou capture, en tout cas sur les tubes PAC-gènes, c'est qu'on a beaucoup de rétention intronique. Alors c'est variable selon les gènes, mais vous voyez on s'attend à là il y a les exons, les introns, on s'attend vraiment à une jonction nette, une cassure nette de la couverture ici. Et on voit dans pas mal de gènes ces rétentions introniques, ces séquences introniques. Donc qui sont présents à la fois poly-A et capture, donc c'est vraiment, on va dire, inhérent au PAC-gène, c'est vraiment physiologique. Et en effet, en fait, les rétentions introniques, ça peut être un mécanisme de régulation de l'expression des gènes, notamment la lignée érythroïde dans sa différenciation utilise pas mal ce mécanisme-là. Donc c'est pas normal qu'on les retrouve sur tube PAC-gène. Par contre, si on a des variations d'épissage à interpréter proches de ces rétentions introniques, ça peut vraiment empêcher ou en tout cas gêner l'interprétation. D'où l'utilité de passer par des cultures lymphocytaires, où on a remarqué qu'on a beaucoup moins ce phénomène de rétention intronique. Et là, par exemple, c'est le même locus, on a des événements d'épissage qui sont beaucoup plus francs, sans rétention de ces introns. On a validé le traitement pyromycine et l'impact sur le NMD. Donc vous voyez là, c'était sur un stop. Sans pyromycine, on a notre variant stop qui est présent à seulement 11%. Et avec le traitement pyromycine, donc on inhibe le NMD, on retrouve une hétérozygosie. Alors l'apport du RNA-seq, on peut se poser la question par rapport à une simple RT-PCR, est-ce que c'est vraiment pertinent d'aller sur du technique à haut débit? Alors, on voit beaucoup plus de choses, on voit qu'on est moins biaisé par le design des primers notamment, et surtout on peut aussi mettre en évidence des événements qui ne sont pas visibles en RT-PCR, notamment des rétentions introniques. Donc vous voyez, ça c'est un événement d'épissage invariant en plus 1, ici en A. Vous voyez que l'impact visible, c'est plutôt une rétention intronique, alors qu'on a pu s'attendre à un saut d'exon classique, par exemple. Donc avec et sans puro, on a exactement la même image de rétention intronique. Et effectivement, le NMD s'applique vraisemblablement pas dans ces cas-là, parce que lorsqu'il y a une rétention intronique, l'ARN qui va être mal épicé est souvent séquestré dans le cytoplasme, donc il n'est pas exposé au NMD en fait. Donc pour illustrer, c'était l'apport du RNA-seq, c'est cette petite fille qui a été suivie par Bertrand Zidore. Il avait vu pour un retard psychomoteur modéré, prédominant sur le langage, une cardiopathie à titre de CIV avec des difficultés d'apprentissage étant en Ulysse, une discrète dysmorphie faciale, une hypertrichose modérée. On l'avait eu au laboratoire, il y a eu CGH et exome qui étaient négatifs et il l'a inclus donc, pour génome trio Sequoia. Donc dans l'interprétation, il n'y avait aucun événement exonique convaincant, interprétable, comme probablement lié au phénotype. Donc on est allé un petit peu plus loin et on a retrouvé une mutation intronique qu'on peut qualifier de profonde, en plus 198 bases donc, de l'exon, de novo dans le gène 7D5, donc qui est fréquemment retrouvé en déficience intellectuelle, donc qu'on connaît plutôt bien. Et il y avait une petite prédiction d'impact par splice AI. Donc là, vous avez les prédictions pour on va dire le transcrit non muté, et on voit que c'était déjà prédit assez fort, donc c'est un score entre 0 et 1, donc on a 0,95 de base en fait, physiologiquement, de rétention de cette petite portion intronique. Et avec notre mutation, on a un petit delta qui est de 0,04, 0,05, on voit qu'il n'y a pas de grosse différence, mais en fait on augmente quand même ces scores-là, donc c'était assez intriguant. On allait voir sur des RNA-seq contrôle, et effectivement chez des contrôles donc, non mutés, on retrouve, c'est ici, là, le tout petit ici, cette rétention intronique. Donc c'est on peut dire un pseudo-exon ou exon poison, puisque cet exon comporte un codon stop prématuré. Donc on voit qu'on en a d'autres dans ce gène-là, ici. Hein. Donc est-ce que c'est un mécanisme physiologique de régulation de cette D5 par incorporation de ces exons poison? On n'est pas allé jusque-là, mais ça peut être une hypothèse. Donc on est revenu vers la clinique, et effectivement, en voyant la dysmorphie, c'était tout à fait compatible à notre patiente par rapport à ceux qui étaient publiés avec des variations perte de fonction dans le gène 7D5. Donc ça nous a encouragé à aller un petit peu plus loin, obtenir un tube PAC-gène. On a fait le RNA-seq par capture et vous voyez notre variation qui est là, avec effectivement une grosse rétention de cette portion intronique, donc qui porte un codon stop prématuré, et on voit l'expression monoallélique. Donc c'est bien l'allèle qui porte notre variant de novo, qui est responsable de cette rétention intronique. Si on compare les couvertures de notre patient ici avec les contrôles, on voit qu'on a vraiment une inclusion vraiment supérieure de cet exon poison ou pseudo-exon. Et chez nos contrôles, c'est présent, mais vraiment à bas bruit. Donc suite à ces résultats, on l'a rendu comme probablement pathogène, donc responsable du phénotype de cette patiente.
Donc pour conclure, on a un RNA-seq par capture d'exome qui est efficace pour détecter des anomalies d'épissage, même introniques profonds. L'avantage, c'est qu'on a besoin d'un plus faible nombre de séquences, avec des TPM qui sont beaucoup plus importantes, notamment, on la creuse un peu plus pour ce qui est du neurodéveloppement. En comparaison avec la RT-PCR, on a une vision moins biaisée par l'amplification, et on voit des choses qui n'étaient pas visibles, notamment les rétentions introniques. C'est vraiment adapté en complément du génome en routine, notamment lorsqu'il y a un exome négatif. Surtout pas que gêne, il y a des bons résultats, mais c'est quand même parasité par ces nombreuses rétentions introniques. Et on a vraiment vu l'intérêt de la culture lymphocytaire, où il y avait justement moins de bruit de fond, et pour lequel on peut inhiber le NMD. Donc la perspective, c'est un projet FHU Génomeds pour l'avenir à venir. On a proposé du coup de proposer ce RNA-seq par capture d'exome pour des patients de Hugo, que les différents CHU puissent générer des données sur leurs patients, donc identifiés par exome ou par génome maintenant. Et cette technique, elle est vraiment complémentaire à une approche de RNA-seq poly-A qui est vraiment plus exploratoire sur fibroblastes, donc chez des patients sans diagnostic, pour lequel là on a vraiment on peut aller jusqu'à l'expression différentielle, on sait que ça fonctionne. Là, on n'est pas, pour l'instant, on n'a pas exploré l'aspect quantitatif, notamment d'expression différentielle sur le capture d'exome. Donc c'est vrai que Kevin qui a des plutôt bons résultats sur les génomes qui ont été générés post-Hugodim, pour lesquels on a récupéré des fibroblastes. Kevin a également développé une petite application pour voir l'expression des gènes en TPM, en poly-A et en capture d'exome, si vous voulez aller voir l'expression de vos gènes d'intérêt. Donc voilà, je remercie le service de génétique CHU de Nantes et le réseau GEMEXCEL, la FHU, notamment l'Axe 1 pour ce qui est de l'optimisation du diagnostic, et Amandine pour la coordination de tous ces projets-là. C'est un travail important et de ce séminaire aussi. Merci à vous. Merci. Je voulais juste dire que j'ai pas de chance parce que j'ai un des rares patients qui reste Hugodim sans diagnostic et pour lequel c'est négatif. Là aussi, on n'a rien trouvé avec un phénotype sévère. Oui, pour le coup, À un moment, tu as dit on est allé un peu plus loin dans le génome. Ça veut dire que vous avez repris l'interprétation ou c'est l'interprétation initiale de Sequoia qui a trouvé ce variant? Parce que c'est intéressant sur les résultats quand même. Qui est-ce qui analyse? C'est nous qui avons analysé. Mais, ah oui, d'accord. Ouais. Okay. C'est vrai qu'on a des... dans la Parce que vous faisiez déjà partie des analyseurs, entre guillemets. Oui, oui. Donc c'est moi qui avais analysé. Effectivement, on a des filtres, on va dire, basaux, pour ce qui, mais c'est globalement un super exome, quoi. Si on se cantonne au filtre de base, on a des variations de structure qu'on ne voit pas. Mais on peut faire des filtres à façon. Et là, en fait, j'ai fait un filtre en voyant tous les variants de novo sur nos listes d'intérêt de gènes en DI. Et il n'y en a pas tant que ça quand même, mais en intronique profond, ayant un petit effet sur l'épissage. Ok. Merci Benjamin. J'ai deux questions. La première, est-ce que vous avez comparé vos données avec un protocole standard RNA-seq poly-A avec globinodéplétion? Et la deuxième question, est-ce que vous avez mesuré l'enrichissement 5' par rapport à des approches poly-A? Parce que l'on sait qu'avec les approches poly-A, on a tendance à enrichir plutôt le 3' des transcrits et à perdre du coup de la couverture sur le 5'. Oui, alors on n'a pas... Effectivement, pour éliminer ce problème de la globine, on peut rajouter une étape technique de ribodéplétion. On ne l'a pas comparé. Parce qu'on n'avait pas de données, effectivement, on ne l'avait pas encore testé, ce kit-là. C'est intéressant, effectivement, d'avoir. Mais là, l'avantage, c'est que c'est automatisé. Effectivement, si on rajoute une étape de ribodéplétion, ça fait, au niveau technique, ça commence à faire plus long. Et sur ta deuxième question, oui, c'est un avantage aussi. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais effectivement, en poly-A, on enrichit avec la queue poly-A, et surtout sur les grands transcrits, en 5', on peut perdre de la couverture tranquillement. Alors qu'avec la capture, on ne voit pas du tout ce phénomène-là. On est vraiment constant dans la... tous les exons sont présents de la même façon. Donc c'est effectivement un autre avantage que j'aurais pu citer. Plus de questions? Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Et merci globalement à l'équipe de Nantes qui sur le plan effectivement du diagnostic va très très loin dans le diagnostic.